Bienvenue à ce rendez-vous Focus qui reçoit le porte-parole du gouvernement dans son exercice médiatique hebdomadaire pour expliquer les décisions du gouvernement, mais pas que, pour partager aussi l'état d'esprit du gouvernement par rapport à un certain nombre de sujets dictés par l'actualité, de façon à ce qu'on saisisse en vérité la nature de la gouvernance qui est en cours. Un exercice itinérant à travers les médias qui atterrit aujourd'hui sur le plateau Focus que j'ai plaisir à co-officier avec Éric Guédénon de Canal 3, monsieur le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Hongodi, bonjour, merci d'accepter de venir ici. Bonjour, monsieur Solomo. Éric, quelques sujets plutôt chatouilleux de l'actualité convoquent l'office du porte-parole ici. Absolument. Bonjour Zias, bonjour monsieur le porte-parole du gouvernement. Nous allons interroger le porte-parole du gouvernement sur deux sujets du Conseil des ministres, notamment la création de l'autorité de mise en consommation, mais aussi la contractualisation pour la construction de la cité financière. À cela, bien entendu, nous allons aborder des sujets d'actualité, l'audit du fichier électoral et puis, bien entendu, la question des bavures policières. Le ministre de l'Intérieur a rencontré le recommandement de la police républicaine dans la semaine, mais aussi le rapport sur les questions de droits de l'homme avec les conclusions mitigées du rapporteur spécial de l'ONU. Justement, on peut commencer volontiers par ce dernier sujet que vous évoquez, le rapport du veilleur des droits de l'homme de l'ONU sur le Bénin. Il est en fin de séjour. On va suivre le reportage qu'en a fait notre collègue Arnaud Adadia. Les enquêtes de l'expert ont porté sur la gestion du terrorisme au Bénin. Là-dessus, le haut fonctionnaire a parcouru le nord Bénin et surtout Kandi où il a rencontré communautés locales, élus locaux et autres personnes ressources lui permettant d'aboutir à des conclusions. Mon rapport est un rapport public. Je vais faire un rapport publiquement de la situation des droits de l'homme devant les procédures de droits de l'homme. Et le gouvernement doit pouvoir prouver qu'il va dans la bonne voie, qu'il a une bonne performance. Et d'ailleurs, le gouvernement, quand même, pour le gouvernement, c'est important d'avoir une bonne réputation au niveau international. Après avoir également rencontré durant son séjour, du 18 au 27 novembre, des membres du gouvernement et des représentants d'organismes des OSC, le rapporteur spécial qualifie de positive l'approche de lutte contre le terrorisme adoptée par le Bénin. L'idée est d'encourager le gouvernement à adopter toutes les recommandations en vue d'améliorer sa performance en matière de droits de l'homme. Également demander d'avoir des statistiques de la part du gouvernement sur la menace terroriste, notamment le nombre de victimes, le nombre d'attaques, les identités des différents groupes terroristes impliqués, les différentes régions affectées. Et bien voilà, donc nous avons une idée du contenu de ce rapport avec le rapporteur spécial des Nations Unies. Monsieur le porte-parole du gouvernement, est-ce que vous avez une appréciation sur le travail qu'a fait le rapporteur? Mais je note comme vous, M. Guédénon, que M. Sol, à l'issue de son séjour et des différentes rencontres qu'il a eues, me semble-t-il, plutôt satisfait de ce qu'il a observé au Bénin, de l'approche qui est la nôtre en ce qui concerne la gestion de cette problématique et de façon plus générale, la question des droits de l'homme au Bénin. Bien entendu, nous savons nous-mêmes que nous devons performer continuellement et continuellement pour améliorer les pratiques et les stabiliser définitivement. Et je crois que ce qu'il dit, l'envoyé spécial des Nations Unies, va exactement dans le sens de ce que nous avons commencé à faire. D'ailleurs, je peux vous dire, sans trahir aucun secret, le gouvernement a travaillé sur un document que nous appelons le cadre référentiel unique sécurité et défense, qui sera rendu public à terme. Ce document a déjà été étudié, il a fait l'objet d'un séminaire gouvernemental et il définit notre approche holistique de la gestion des questions de sécurité, de défense et en même temps de développement, pour en faire en fait une trajectoire unique afin que la démarche soit globalisante, j'allais dire simplement holistique. Et dedans, il y aura des réponses encore plus pertinentes aux attentes de monsieur l'envoyé spécial. Cependant, le rapporteur souhaite avoir accès à des statistiques. Je suis sûr qu'au niveau des services
de la justice de notre pays, au niveau des services de la sécurité et de la défense, les statistiques existent. S'il a fait des séances avec les cadres concernés, il a dû avoir les statistiques, ou peut-être que les informations n'étaient pas parvenues en temps indiqué à ces personnes à même de fournir ces statistiques. Dans tous les cas, les données existent et elles pourront être mises à sa disposition. Ce n'est pas seulement sur les statistiques qu'il a mitigé ses observations, ses appréciations sur l'état des droits de l'homme au Bénin, de la lutte contre l'insécurité, notamment le terrorisme, dont il a apprécié l'approche justement, vous l'avez dit, holistique. Mais en même temps, il a considéré que l'approche du Bénin par rapport au terrorisme est biaisée par rapport aux principes énoncés au plan international. Que disent ces principes? Il considère que le Bénin a une approche toute particulière du terrorisme. Mais qui est efficace. Et il faut bien que le pays soit préservé. Et c'est parce que le pays est debout que notre ami, il a pu venir et circuler, aller partout au nord, rencontrer les gens, et qu'il est revenu à Cotonou, il a fait un point. L'objectif de tout État, déjà, c'est d'être préservé, de préserver son intégrité territoriale. Et ça, nous le réussissons très bien aujourd'hui. Après, je vous dis que nous travaillons à améliorer les pratiques. Et c'est normal. Humainement, on aurait tort de dire c'est déjà bon, on s'en tient à ça et qu'on ne fasse plus rien d'autre. Non, on veut aller plus loin. C'est pour ça que vous verrez, bientôt, on parlera de crusade. Mais en même temps, c'est une question d'orthodoxie dans la nomenclature. Il faut savoir désigner les choses, les nommer. Il considère, le rapporteur spécial des droits de l'homme de l'ONU, qu'on affecte le terme terroriste, la qualification terroriste à des gens qui ne le méritent pas et donc qui sont traités comme tels, jugés comme tels. Il y a un droit positif au Bénin qui définit la notion de terrorisme. Et je suis convaincu qu'aucun tribunal, encore moins la CRIET, qui en a la pleine responsabilité, ne s'aventurerait à qualifier des faits de terroristes alors qu'ils ne le seraient pas, à partir du moment où la nomenclature est connue dans la loi. Donc il y a un cadre légal qui encadre cela. Et à partir de ce moment, ce n'est pas laissé à la libre appréciation des acteurs judiciaires. Et je pense que... on peut ne pas être d'accord avec l'approche de l'envoyé spécial des Nations Unies là-dessus, dès lors que c'est encadré par la loi et que les tribunaux ne font rien en dehors du cadre légal. C'est peut-être une invite à une sorte d'universalisme légal qu'il convie le Bénin en termes d'appréciation de ces qualifications de terrorisme. Vous savez, vous parlez d'universalisme. En la matière, il faut peut-être interroger les accords, les protocoles et autres conventions qui existent et qui, quand ils sont ratifiés par notre pays, font partie intégrante du corpus législatif de notre pays. Et je ne me souviens pas qu'il y en ait une particulièrement, une convention dédiée à la question du terrorisme. Je ne me souviens pas de ça. S'il y en a et que nous l'avons ratifié, il est clair que nous allons nous employer à l'appliquer. Si on ne l'a pas encore fait que ça existe, on pensera à s'intéresser à la question, mais pour le moment, nous ne faisons rien qui soit laissé au hasard. Vous pensez que nous sommes organisé en phase avec les normes internationales en la matière? Sans aucun doute. Je suppose que c'est l'inquiétude du rapporteur. Et donc on attend d'avoir ces normes-là. Très bien. Vous avez parlé d'approche holistique, sécurité, défense et développement. Vous pouvez vous rendre un peu plus clair pour le Béninois commun pour qu'on comprenne, en fait, c'est quoi la démarche? Vous voyez, il y a des gens qui estiment que lorsque le phénomène terroriste a pris corps au Sahel, les analyses les plus sérieuses ont considéré que c'est parce qu'il y avait des zones délaissées dans ces pays-là que la frustration, le fait de ne pas se sentir suffisamment national de tel ou tel État sont des raisons qui conduisent les citoyens à cet extrême. Chez nous, au Bénin, comme dans les pays côtiers autour de nous, on a considéré souvent que l'État était assez absent des zones frontalières. Et au Bénin, cette problématique a été saisie très tôt, avant même le président Talon, sur la politique de gestion intégrée des frontières. Et nous l'avons récupérée, nous l'amplifions. Ce qui veut dire que notre État a pris conscience de ce que les zones frontalières
sont partie intégrante de notre territoire et que les Béninois qui y vivent ne sont pas des Béninois entièrement à part, mais doivent être considérés comme entièrement Béninois. Et à partir de ce moment-là, la politique de développement des infrastructures pour que les services sociaux de base se rapprochent de plus en plus de nos concitoyens, que ce soit les écoles, les centres de santé, les marchés, l'eau potable, l'électricité, tout cela se fait aujourd'hui et s'amplifie. Regardez, dernièrement, par exemple, vous allez voir que dans le lot des travaux de construction de voies bitumées que nous avons lancés, il y en a qui impactent des zones frontalières, que ce soit dans la Liborie, que ce soit dans la Donga. Il y a de ces zones-là qui sont prises en compte, et je ne vous parlerai pas de la Takora ou du Borgou non plus. Parce que nous voulons que partout sur le territoire national, la politique de développement produise des effets au profit de nos concitoyens. Donc, à partir de ce moment-là, nous estimons que, oui, il faut parler de sécurité, mais il faut aussi parler de développement, donc apporter tout ce que je viens d'énumérer comme services sociaux de base, prestations de l'État au profit des populations. Et c'est ça que voudrait l'approche holistique de la question. Parce qu'une chose est de reconquérir les territoires qui ont été infestés ou infectés par les terroristes aux frontières pour y ramener les populations de droit de manière légitime, mais encore faudrait-il leur donner des raisons d'y vivre décemment, d'où peut-être un certain nombre de politiques, de projets agricoles, mais pas que, de projets de gestion intégrée aussi des parcs frontaliers. Absolument, c'est un tout. C'est un tout, comme je viens de vous dire. Et vous verrez bien sur les années à venir encore la présence de notre État davantage à ces zones-là pour que tous les citoyens se sentent appartenir au Bénin. Donc, monsieur le porte-parole du gouvernement, parlant de sécurité, il y a eu dans l'actualité des bavures policières dont la toute dernière a causé la mort d'un jeune, Faisal, paix à son âme. Le ministre de l'Intérieur est monté rapidement au créneau. Il a menacé de sanctions ce genre d'écart. Est-ce que réellement on est très attentif à ce genre de dérive, pas de toute la police, parce que les policiers, ce sont de braves fonctionnaires qui essayent de faire au mieux, mais comment on fait pour éviter que se multiplie ce genre d'écart? Monsieur Sonovo, je voudrais d'abord saluer la mémoire du jeune Faisal, m'associer à la douleur de ses parents. J'imagine qu'elle doit être vive. Mais je voudrais aussi me féliciter de ce que la réaction du gouvernement, en ayant appris les conditions dans lesquelles cela s'est produit, la réaction a été immédiate et sans équivoque. Vous avez suivi le ministre de l'Intérieur. Ce qu'il a dit, c'est la position du gouvernement. Demander à la direction générale de la police républicaine, dont on sait que le gros lot des agents abat un travail formidable. D'ailleurs, on a relevé le niveau d'accès à la police républicaine. C'était le BPC avant le président Talon. Désormais, c'est le bac, parce qu'on considère que plus les gens sont instruits, plus ils peuvent rendre les services qui sont attendus d'eux. Qu'il y ait des bavures, cela peut arriver à n'importe quelle unité de police, que ce soit dans les pays en Occident ou en Afrique, cela peut arriver. Qu'il y ait des bavures, ça peut arriver. Mais que ce soit des situations organisées ou conduites totalement au mépris des règles, c'est ça que nous n'admettons pas. Le communiqué de la police républicaine a dit que c'était une interpellation faite pas dans les normes requises. Donc il y a des agents dont la responsabilité est engagée. Et nous ne voulons pas que le travail de la police républicaine, qui de plus en plus est apprécié par nos populations, qui constatent qu'elles ont une police qui est à leur service, il ne faudrait pas que les déviances ou les impairs de quelques-uns entachent la crédibilité de l'ensemble. C'est pour cette raison que le gouvernement a instruit le ministre de l'Intérieur qui a fait ce qu'il a fait, comme déclaration vous avez vu, pour que les agents sachent que dans l'exercice de leur mission, ils doivent être encore plus professionnels, encore plus attentifs pour respecter les droits des citoyens et leur délivrer les meilleurs services attendus.
Et vous pensez que les familles qui sont endeuillées devraient se contenter de ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, parce que avec tous les cas que nous avons connus, jamais il n'y a eu de condamnation. Ah non, ne dites pas ça. On est dans un état de droit. Et si des familles ont été endeuillées du fait de bavures ou d'inconduite de la part d'agents, les structures compétentes peuvent être saisies. La justice, personne n'interdit à ces familles-là de saisir la justice. Et dans le cas d'espèce, le dernier dont on parle, non seulement les sanctions administratives, mais également il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Le ministre l'a annoncé. Bien sûr. Et ce cas-ci n'est pas isolé. S'il y a eu des cas avant, les familles ont tout loisir, lorsque c'est dans des circonstances répréhensibles, de saisir la justice. Oui. Et le ministre de l'Intérieur a bien dit que tout agent qui se rendrait coupable de la mort d'un honnête citoyen, même si c'est un délinquant, il doit être appréhendé suivant les règles, n'est-ce pas? Ses droits doivent être respectés. Donc, à plus forte raison, un honnête citoyen. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas transiger avec. Mais je précise que ce sont des cas isolés. Nous avons des milliers et des milliers d'agents de la police républicaine. Ce sont quelques-uns qui ont ces comportements qui génèrent les cas de bavure ou d'abus que nous avons connus, que nous déplorons, parce que c'est inadmissible et cela ne saurait continuer. Des cas isolés qu'on souhaite ne plus voir se répéter. C'est à l'honneur du ministre de l'Intérieur d'avoir réagi aussi vite. Il y a dans l'actualité aussi une question éminemment politique, la perspective d'audit du fichier électoral demandé par l'opposition au chef de l'État. Il y a eu des concertations récentes de l'opposition avec le cadre de concertation avec des partis de la majorité. La question c'est jusqu'où le gouvernement est prêt à accompagner justement ce processus-là. Jusqu'où le gouvernement est prêt à accompagner le processus? Jusqu'au bout. Au-delà de la profession de foi du chef d'État, très bien. Non, ça n'est pas qu'une profession de foi. La profession de foi est advenue en novembre 2023, lorsqu'à la rencontre avec une délégation d'un des partis d'opposition, la question de l'audit de ce fichier a été évoquée et le chef de l'État a dit « Moi, si c'est ce que vous voulez, j'y adhère ». Et il a dit « Pour que cela soit bien entendu, que c'est vous qui menez votre audit, et donc on ne va pas faire grief au gouvernement d'avoir pipé peut-être les jeux, vous choisissez qui vous voulez comme expert, pourvu que nous ayons la certitude que ce sont des experts et c'est des gens qui ont des états de service. Et pour le reste, on accompagne. Bien, malheureusement, on a attendu 1 an avant d'avoir un retour de nos amis avec une offre pour le processus. Le chef d'État ayant reçu ça, a dit, moi j'avais déjà donné mon accord, je réitère cet accord. Et c'est lui qui a demandé au garde des Sceaux de rencontrer justement le cadre de concertation et de leur signifier formellement son accord et celui du gouvernement qui a été consulté, je le précise, en Conseil des ministres sur la question, pour dire, on est d'accord, maintenant il vous appartient de nous fournir les CV de ceux que vous considérez comme étant les experts en la matière, et puis après ça, nous le reste. Le reste, pour ce qui concerne les débats politiques, parce que ce cas de concertation a proposé, par exemple, qu'il y ait un comité politique autour, Absolument. avec des représentants de l'opposition, de la mouvance, de la société civile. Dans les discussions entre partis, les prises de position des uns et des autres, ça, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Nous, on sait que quand ils seront prêts, ça coûte tant, on a arbitré avec eux, voilà l'argent, faites le processus. Pour qu'à l'arrivée, personne ne puisse dire « Oh, cette liste, elle était mauvaise, c'est pour ça que j'ai perdu les élections. » Quand les gens auront perdu, ils auront perdu à la régulière et nous souhaitons qu'ils en prennent acte. Alors aujourd'hui, le cadre de concertation est à la recherche d'un consensus avec les partis politiques de la mouvance. Si cela faisait défaut, est-ce que le gouvernement serait toujours prêt à jouer sa partition? Ce n'est pas les partis politiques, me semble-t-il, de la mouvance qui ont demandé cela. Mais l'idéal, c'est de voir tout le monde autour de la table. Je crois aussi que ça n'est pas indispensable. Si ces partis n'ont pas de grief contre ce qui est fait, et au thème de la loi, moi j'ai lu le communiqué de l'UPR, argumenté en droit et en logique, qui explique pourquoi ce parti ne s'associe pas à la démarche. Le fait pour ce parti ou un autre de ne pas s'associer à la démarche n'empêche pas le cadre de concertation de l'opposition de mener son travail. Et le gouvernement est prêt à cela. Ce n'est pas parce qu'un parti qui soutient le pouvoir dit « je ne me sens pas
concernés par ce sujet que le gouvernement va tirer prétexte de cela pour dire je n'accompagne plus ceux qui ont demandé à le faire. Donc le gouvernement, je vous réitère, la disponibilité du gouvernement et le chef de l'État a instruit formellement pour que, une fois qu'ils ont balisé le terrain avec le garde des Sceaux, les moyens qui doivent être mis à leur disposition soient mis à leur disposition. J'ai suivi les récriminations ou les réserves d'un juriste de l'un des partis du camp présidentiel expliquer qu'en vérité, l'opposition fait une demande sur une matière qui n'existe pas. Et que c'est sur la LEPI qui n'existe pas parce que désormais c'est la structure en charge de sortir l'état civil moderne, l'ANIP en l'occurrence, qui doit fournir le fichier des personnes physiques à l'effet de mettre ça à la disposition des élections. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces observations? Le gouvernement pense juste que ceux qui veulent avoir des gages de ce que la liste qui sert pour nos élections est une bonne liste, qu'ils les aient et que demain ils ne disent pas le gouvernement nous a caché des choses, c'est pour ça qu'on n'a pas pu réaliser notre audit. Ils veulent faire audit, le gouvernement est pour l'audit. Ils veulent de l'argent pour, le gouvernement mettra l'argent à leur disposition, à la seule condition de savoir que les personnes qui sont proposées comme experts en la matière sont de véritables experts et ont des états de service éprouvés. Éric Guédénon finit par les deux décisions du Conseil des ministres, comment dire, par la création de l'autorité de mise en consommation. Quelle est la pertinence à côté, bien entendu, des agences que nous connaissons déjà, par exemple l'agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments et bien d'autres aussi. Et l'ANM. Bien, vous l'avez bien évoqué, la sécurité sanitaire des aliments. Et l'ANM, c'est davantage les normes, la métrologie, s'assurer que le poids qui est affiché est bien celui-là, que la quantité à laquelle on a droit, c'est telle qui est servie. L'autorité de mise en consommation va un peu au-delà de cela. Et ça aussi, c'est une démarche plus globalisante pour faire en sorte que les produits qui sont proposés à la consommation, qu'ils soient d'origine de fabrication nationale ou internationale, donc produits importés, soient conformes à ce que nous voulons et que nous ayons effectivement de conscience, décider qu'on veut les avoir sur notre marché. C'est une politique qui vise à sécuriser les consommateurs béninois et qui vise aussi, sans aucun doute, à faire en sorte que nous prenions encore plus l'habitude de consommer ce que nous produisons parce que la qualité s'améliore et est de plus en plus au rendez-vous. J'ajouterais qu'il y a parfois dans notre espace communautaire des abus dont notre pays peut être victime. Vous savez par exemple que les produits qui ont l'identité C2AO ont une certaine facilité de circulation. Mais nous savons qu'il y a des industries ici et là, dans certains pays de la sous-région, qui peuvent importer des produits d'ailleurs, juste les reconditionner sans aucune transformation, sans aucune intervention majeure, les reconditionner et leur donner la nationalité C2AO afin de les faire passer pour telles et de faciliter leur circulation. Nous voulons être plus regardants désormais encore sur ces considérations et faire en sorte que, dans tous les cas, ce qui est autorisé pour être vendu sur notre territoire soit des produits de qualité. C'est un travail de longue haleine parce que si on a des voisins avec lesquels on partage parfois des centaines de kilomètres de frontières et on sait très bien que les points frontières officiels ne sont pas toujours ceux par lesquels les produits entrent chez nous, on est certain que pendant un temps, il y aura encore des produits qui arrivent sans que cette autorité ait eu son mot à dire. Mais il faut l'avoir pour le bien qu'elle va apporter à notre société, à notre santé collective, aux consommateurs, et espérer qu'au fil du temps, elle maîtrise suffisamment la matière, le terrain, pour que ne soient présents chez nous que les produits qui auront reçu l'onction parce qu'ils sont conformes en termes de santé, normes sanitaires, en termes de quantité ou de volume, ils sont conformes à ce qu'ils doivent être et ici ils sont conformes
à ce que nous voulons qu'il y ait sur notre marché. Est-ce que par la même occasion, on s'assure aussi de ce qui est produit localement sur le territoire, Bien sûr, soit de bonne qualité? Nous avons l'autorité- beaucoup de plaintes venant de nos concitoyens sur le fer à béton, par exemple. Ce qui est produit, la majorité vous avez vu que j'ai ne commencé, respecterait pas les normes. dans mon développement tout à l'heure, j'ai commencé à évoquer les produits de fabrication nationale ou locale. Donc, bien évidemment, ces produits sont concernés. Et les consommateurs auront désormais aussi une structure auprès de laquelle aller se faire entendre pour l'inciter à être plus attentive à ce que font certaines industries installées ici. Il y a aussi que le gouvernement qui s'est lancé dans la construction de la cité financière. Vous êtes pratiquement en fin de mandat, de nouveaux chantiers se lancent. Vous êtes sûr de finir avant 2026? Mais qui vous dit qu'il faut que ça finisse forcément avant 2026? Non, le gouvernement a fait l'option de ne pas faire d'éléphant blanc. Le Bénin, non, attention. Un éléphant blanc, c'est un projet qui est abandonné, faute de moyens, ou parce que l'entrepreneur a déserté et le chantier, il est abandonné. Un chantier qui se poursuit au-delà d'un mandat, alors même que les moyens étaient mobilisés, personne ne peut le qualifier d'éléphant blanc. Oui, mais si l'initiateur du projet n'est plus là pour assurer la... Non, la ça n'en fait pas un éléphant blanc. L'initiateur, il n'est pas là. L'État, c'est une continuité. Et l'État, le Bénin en tout cas, est éternel. Oui ou non? On veut faire une cité. Par contre, ce qui doit vous intéresser, c'est quelle est l'utilité. Justement, de ce- pourquoi aller de- vers de- la de ce création concept. d'une cité financière? Nous sommes en train de moderniser le pays, ça se constate. Nous modernisons la ville. Les spécialistes parlent de requalification urbaine de nos villes. Et Cotonou, on voit bien comment ça se présente aujourd'hui. Et à l'intérieur, notre approche a consisté aussi à identifier des zones spécialisées. On a une cité sécurité et défense qui est en construction, à côté de la cité ministérielle. On a le quartier culturel et créatif de Cotonou, qui va être vraiment un hub où l'activité créative va prendre corps et s'émanciper. On a cette cité financière qui va se mettre en place aussi, qui est une zone dédiée où vous aurez les sièges des institutions à vocation financière, qu'elles soient nationales ou internationales. Donc, un environnement dédié. Et celui qui va là, il sait que lui, il va pour faire ses courses, ses diligences liées à. C'est un peu ça. Et donc, ça va faire au sein de Cotonou un écrin dédié à ces questions-là. Et je crois que ça n'est pas si mauvais que ça d'avoir de ces zones à l'intérieur de notre ville. Et ça renforce par ailleurs l'attractivité et la curiosité aussi des gens de savoir qu'on peut avoir sur le continent une ville aussi bien organisée où les secteurs sont délimités et que ça fonctionne normalement. Je pense qu'on a épuisé notre liste aux ce nouveau de sujets. Vivement qu'on retrouve le porte-parole dans un autre exercice hebdomadaire chez vous, à Canal 3, ou sur notre chaîne. Pourquoi pas. Merci d'être passé, de vous être prêté aux questions même les plus chatouilleuses ou dérangeantes. C'est moi. Merci. Merci beaucoup, Osia Sounouvou. Monsieur le porte-parole du gouvernement, merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.